Je vais lancer le générique et après je vais te présenter le podcast. Un week-end, un métier, un podcast. WeCast. T'as kiffé? C'était trop bien. Incroyable. Donc Guillaume, bienvenue dans WeCast. Merci. C'est le podcast qui s'intéresse au chemin de vie des gens et à leur métier. Je te présente Alixia qui sera ma co-animatrice. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Donc dis-nous quel est l'intitulé de ton poste et qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Alors, moi je suis technicien de maintenance industrielle. Donc pour expliquer un peu, en gros je fais de l'entretien et des réparations de machines dans l'industrie. Ce qui m'a amené à faire ça, en fait, je pense comme tout le monde, j'étais au lycée, je savais pas trop quoi faire plus tard. J'ai fait des salons des métiers, tout ça. Et je me suis inscrit à une formation, un DUT génie industriel et maintenance. J'ai été pris et ça m'a plu et voilà. J'ai fait ça en alternance et du coup j'ai tout de suite bien senti la chose, quoi. Et je suis resté là-dedans et par chance, première voie et ça me plaît, quoi. Trop bien. Voilà. Du coup, t'as fini tes études, enfin t'as fini ton bac, t'es allé en DUT et après le DUT, t'es resté dans la même entreprise? Ouais, c'est ça. En fait, j'ai trouvé du coup mon alternance dans une boîte. Je sais pas si je dis non ou pas. C'est à toi de voir si t'as le droit tout simplement de le dire ou pas. Je veux dire alors une boîte de plasturgie. Je sais pas si j'ai le droit. Une boîte de quoi? De plasturgie. De plasturgie. Ouais. Ok. Ça correspond à quoi concrètement? On fait de l'injection plastique, c'est-à-dire on presse du plastique pour faire des pièces de tout, des choses, des micros. Nous, on faisait des pièces pour l'automobile, on faisait de l'horticulture, vraiment tout type d'objet qui est en plastique dans le monde, quoi, globalement, voilà. Okay. Et donc j'ai trouvé cette alternance là-bas, c'était à Rixheim. Et j'ai fait mes 2 ans d'alternance, et à la fin de mes 2 ans, ils m'ont proposé un CDI. Du coup, j'ai eu le choix entre soit continuer des études, aller en licence pro, peut-être après continuer encore, je sais pas, ou m'arrêter et commencer à travailler à plein temps. Et donc finalement, j'ai pris ce choix-là. Et je suis resté encore 3 ans là-bas. Et au bout d'un moment, j'avais besoin de changer un peu d'air. Et du coup, j'ai démissionné. J'ai déménagé à Strasbourg et j'ai retrouvé un travail dans l'impression du journal. Et c'est toujours la même entreprise, du coup? Non. Ah, ok. Non, du coup, là, j'ai vraiment changé de tout au tout, quoi. Vraiment. Et alors, c'est l'avantage de mon métier, c'est que globalement, moi, je fais beaucoup plus de mécanique que d'électricité, mais globalement, de la mécanique reste de la mécanique. Que ce soit sur une voiture, sur une machine qui fait du plastique, sur une machine... là, je travaille sur de l'impression. Un roulement à billes, ça reste un roulement à billes. Les éléments mécaniques, en fait, ne changent pas énormément, sauf après les spécificités de telle et telle industrie. Mais du coup, je peux travailler un peu partout. Et donc, à part un petit temps d'adaptation pour se familiariser avec les nouveaux équipements, l'environnement qui m'entoure, après, sinon, je peux travailler un peu partout, quoi. Du coup, dans tes études, tu travailles beaucoup la physique de manière générale pour la réaction des machines ou pas spécialement? Alors là, dans la formation que j'ai eue, en fait, on voit quelque chose d'extrêmement polyvalent. Donc en fait, on fait de l'électricité, on fait de la mécanique, on fait de la mécanique des fluides, on fait de l'électronique, enfin vraiment tout ce qui peut toucher à l'industrie. Après, maintenant, dans les faits, ce que j'ai vu en cours, il y a une grosse partie en fait que j'utilise plus. Je fais très peu de mécanique des fluides, je fais pas du tout d'électronique et tout ça. Donc en fait, je l'ai vu, mais je me suis pas spécialisé là-dedans. Donc en fait, ça m'a pas aidé. Mais sinon, dans la formation, on voit à peu près tout le type de domaine qu'on peut faire, quoi. Voilà. Et tu disais du coup travailler sur des roulements à billes, tout ça, à Strasbourg. Concrètement, une journée dans ton métier, ça ressemble à quoi? Alors, ça dépend. En fait, là, moi, j'ai 2 types de journées différentes. J'ai la journée quand je travaille du matin.
Quand je suis du matin, là où je travaille, il n'y a pas de production la journée. Donc en fait, on vient, on fait une petite réunion pour définir à peu près tout ce qu'il y a à faire dans la journée. On se répartit les tâches et on répare ce qu'il y a eu comme casse pendant la nuit. Donc on répare proprement, on change les pièces qu'il y a à changer et tout ça. Et dans une autre partie, on fait de la maintenance préventive. Donc on a des plans de maintenance où on change, je sais pas, on change telle et telle pièce à une certaine récurrence avant qu'elle casse. Ou Genre une date de péremption sur la pièce, entre ouais, guillemets. c'est ça. Bah, pour Un reprendre contrôle l'exemple, du roulement, on peut, je sais pas, estimer qu'un roulement, il peut tourner, je dis une bêtise, hein, mais 20 000 heures. Mhm. Et en fait, au bout de 20 000 heures, on considère que le roulement il casse. Et donc, pour éviter d'être dans le fait accompli de le roulement il est cassé, on va dire à 18 000 heures, on le change, même s'il n'est pas encore foutu. Et comme ça, on planifie l'intervention. Et donc, on n'est pas dans la surprise, en fait. On peut se dire, dans une semaine, je fais telle et telle intervention, on a besoin de telle et telle pièce, on les commande, on fait tout en avance, et puis comme ça, on n'est pas dans la surprise. Et en fait, le but, en fait, de mon métier, c'est d'éviter le maximum de pannes. Mais dans la pratique, C'est pas le cas. Et c'est là que j'interviens quand je suis de nuit. Là, j'ai une production de nuit. Moi, je suis là pour pallier à tous les problèmes qu'il va y avoir pendant la nuit. Et on a une petite contrainte horaire, donc je dois faire ça le plus vite possible. Donc parfois, je répare avec les moyens du bord. Deux chewing-gum, un élastique. Et... Ouais, l'idée c'est un peu ça. MacGyver. Ouais, MacGyver. J'ai une courroie qui est cassée, je prends une agrafeuse, j'agrafe comme je peux. Si ça C'est fonctionne. Ouais. D'accord. Ouais. En fait, c'est ça. Il y a des trucs où on fait un rapide calcul. Hein. Changer une courroie, ça peut me prendre 1 heure parce qu'il faut démonter tous les éléments d'une machine. Et si j'arrive juste à la raccorder et que finalement ça tourne, je gagne 1 heure. Et puis le matin, l'équipe du matin le fait tranquillement, sans stress, sans problème, parce que ça aussi, il y a un stress qui s'ajoute quand on est dans cette intervention. Il y a toute une partie d'une chaîne de production qui est arrêtée, donc les gens, ils sont un peu, même sans le vouloir, mais en fait, ils sont pressants, ils demandent, ils sont en mode, quand est-ce que ça redémarre, et donc en fait, ça rajoute un petit truc, donc on multiplie vachement le potentiel de faire des fautes, de faire tomber une vis à un endroit où après tu passes un quart d'heure à la chercher parce que sinon ça va tout péter si tu redémarres et tout ça. Donc voilà. Par rapport au changement des pièces par prévention, est-ce que du coup vous avez un système de réemploi de ces pièces ou elles sont refondues, elles sont détruites? Ça se passe. T'as une idée ou pas du tout? Ça dépend des constructeurs, ça dépend des politiques d'entreprise. Je sais que nous, on a un certain type de machine actuellement où toutes les pièces, ils les reprennent en occasion. Alors, dans l'idée, c'est pour refaire les pièces proprement, et les remettre sur le marché. Dans la réalité des faits, en fait, c'est juste pour pas qu'il y ait des pièces qui traînent sur le marché de l'occasion et que les prix de leurs pièces baissent. Mais en théorie, c'est pour faire du recyclage et tout ça. C'est écologique, etc. C'est ça. Mais sinon, ouais, en fait, on a des poubelles qui trient les métaux, poubelles papier, tout le tri qu'on peut connaître, mais version industrielle. Et après, c'est revendu. Le métal, je sais qu'il est revendu à la tonne. Et ouais, ça doit être certainement refondu ou je ne sais quoi, en fait. Mais c'est très certainement valorisé encore par la suite, quoi. Parce que là, du coup, l'entreprise dans laquelle tu travailles, tu disais, c'est pour du journal, Ouais. c'est ça? C'est les DNA et l'Alsace. Ça, je peux D'accord. le dire, je pense que ça dérange personne. Ouais. Du coup, Donc grosse contrainte horaire pour l'impression pour le lendemain ou comment ça se... Ouais, on sort un journal tous les soirs. Je sais pas, en moyenne, on sort peut-être 150 000 journaux par nuit. Et la contrainte horaire, c'est que le matin, tout le monde doit avoir son journal dans sa boîte aux lettres ou dans son bureau de tabac et tout ça, ou les boulangeries. Parfois, ça ouvre tôt. Du coup, vous êtes plus le soir que la journée? Non, l'équipe, elle est répartie. Enfin, dans la production, oui. En maintenance, il y a plus de gens la journée. Okay. Parce que le soir, on a besoin d'être on va dire, le strict nécessaire et ça suffit. Et ouais, du coup, on a cette contrainte horaire de, je sais pas, à 4h30 maximum, le journal, tout le journal doit être imprimé pour toute l'Alsace, en fait, et doit être parti.
Et en fait, ça va assez vite de prendre du retard parce que le temps qu'on t'appelle, que tu viennes avec ta trousse à outils, que tu diagnostiques l'éventuelle panne, que tu interviennes et tout ça, ça peut aller très vite. Donc très vite, tu peux prendre 1 heure, une demi-heure de retard sans souci. D'où le fait d'être un peu speed parfois. Ouais. C'est quelque chose que tu aimes dans ton métier ? D'être un peu sous pression comme ça ? Ouais. En tout cas, c'est quelque chose qui me dérange pas. Je travaille bien quand je suis un peu sous pression. Ouais, on peut dire. Ouais, j'aime ça. Surtout au final, elle est pas H24, c'est-à-dire t'as pas tous les jours où t'es Non. de nuit et du coup, ça te permet aussi un peu. Ouais, c'est ça. C'est dosé et même quand je suis de nuit, il y a pas tous les jours où ça va mal. Hein. Souvent c'est une loi de série. Souvent, quand ça commence à pas aller, ça ne viendra pas pour toute la nuit. Mais globalement, normalement, on est sur un système où ça fonctionne bien et où il n'y a pas de panne, en fait. Hein. On fait tout ce qu'il faut pour que ça tombe pas en panne, donc ça va. Et après, ouais, c'est un peu galvanisant, en fait. Et il y a un côté un peu reconnaissant de... c'est sorti à l'heure parce que tu as fait ce qu'il fallait faire et c'est chouette. Enfin, il y a un petit côté. Tu as bidouillé pour agrafer ta courroie et. Ouais, c'est ça. Il y a un côté satisfaisant de si j'avais pas été là, ça aurait été la merde totale et peut-être rien ne serait sorti. Et au final, on s'en est quand même sorti et c'est chouette, quoi. Et même parfois, les gens sont contents que tu répares la machine sur laquelle eux ils sont opérateurs et alors que techniquement ça change rien à leur vie, hein. Enfin, que la machine fonctionne ou il fonctionne pas, eux ils sont payés le soir, ils rentrent chez eux, mais il y a quand même un truc de les gens sont contents, t'as réparé leur machine sur laquelle ils sont opérateurs et c'est chouette, quoi. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans ton travail? Qu'est-ce qui te tient le plus à cœur? Je pense que c'est le côté. Il n'y a pas d'habitude. Enfin, Renouvellement? Ouais, c'est ça. En fait, on a beaucoup de choses qui même nous arrivent jamais. J'ai des collègues qui ont 20 ans de boîte et il y a des pannes, ils les ont jamais vues et tout ça. Et je trouve ça intéressant, en fait. Tu as besoin de réfléchir, tu as besoin de chercher, de trouver des solutions. Parfois, il y a des pannes qui durent longtemps parce que tous les soirs, tu as le même truc, tu trouves pas, tu essaies de changer des pièces, tu comprends pas pourquoi. Il y a une petite relation du coup avec le constructeur aussi, hein. On essaye de trouver la solution. Et il y a ce côté, il n'y a pas de routine en fait. Le fait qu'il n'y ait pas de routine, j'arrive le matin au travail, globalement, je sais pas ce qui m'attend. Il peut m'attendre 40 interventions comme parfois je peux avoir 2 interventions à faire dans la journée. Et donc après, faut broder un petit peu, ça arrive. Les pièces. Ouais, c'est ça. Voilà, typiquement, je peux être sur une partie totalement intervention, main dans le cambouis, en train de démonter des trucs, et je peux faire des journées entières à faire du stock, des inventaires, des réappros de pièces, quoi. Du coup, tu t'occupes aussi du réapprovisionnement des pièces. C'est pas quelque chose qui est automatique ou ça... Pas chez nous. Ok, ouais. Chez nous, ça se fait. Après, ça dépend des boîtes encore. Hein. Vraiment, je parle pour ce que je fais actuellement. Mais non, chez nous, on a un logiciel de gestion assistée de la maintenance par ordinateur, la GMAO. Et dans la GMAO, on a toutes nos listes de pièces. Nous, on lui met un seuil minimum. Style, j'en ai 2, il faut recommander. Théoriquement, on a des alarmes qui nous envoient un genre de message, ouais, il faut recommander cette pièce. Après, dans la réalité des faits, en fait, je vais chercher ma pièce, je vois qu'il en reste plus que 2. Je remonte avec le numéro de la pièce, tout ça. Je le donne à mon chef qui après s'occupe lui de faire la commande. Je fais pas les commandes, mais après tout le monde en fait est un peu acteur on essaie de garder un stock qui a des pièces parce que sinon on est tous dans la merde un petit peu, quoi. Parce que quand quand t'as une panne rapide que tu dois vite aller chercher une pièce et que tu l'as pas, en plus t'as l'air con, ouais, c'est ça, parce que t'arrives et tu remontes en mode j'ai rien, alors on va essayer de bricoler un truc, du coup, ouais, c'est un peu
la responsabilité de tout le monde de faire attention qu'il y ait toujours des pièces. Et voilà. Vous travaillez beaucoup en équipe? En équipe, tu peux dire genre 3-8 et tout ça, ou Non, ensemble, non, ensemble, genre ouais. binôme et tout. Mm. Ouais, quand même, ouais. 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 Bah, il y a des... En mécanique, il y a beaucoup de choses que tout seul, déjà, tu peux pas faire. Parce que les pièces sont lourdes, parce qu'il y a des contraintes, justement, de pièces lourdes, d'endroits où tu es un peu exigu. C'est plus simple d'avoir quelqu'un qui t'assiste, qui t'aide et tout ça. Et même quand on est sur une partie recherche de panne, il y a cet effet de quand tu cogites pendant hyper longtemps, au bout d'un moment, tu es enfermé dans quelque chose et en fait, le fait d'avoir des gens qui sont là avec toi, ça te permet d'ouvrir vachement tes recherches. On a plein de méthodes pour chercher une panne, pour diagnostiquer. On commence sur les choses les plus basiques. Ensuite, on réduit un peu comme une pyramide. On réduit jusqu'à trouver des choses. Mais il y a des fois où tu t'enfermes dans quelque chose. Et là, parfois, tu peux rester longtemps avant de... Et quelqu'un d'autre arrive derrière et fait « Bah oui, mais en fait, c'est ça. » Tu fais « Ah bah oui. » Un peu comme dans les Évidemment. escape games au final. Ouais, bah ouais. Mais en fait, c'est ça. En fait, mon métier est un escape game à grandeur réelle. Sauf que personne connaît le MJ. C'est ça. Le MJ, il est hyper aléatoire. C'est exactement ça. Dans ton métier, est-ce que tu as eu genre de grosses difficultés et où tu t'es dit, genre là, je peux vraiment pas réparer cette panne et genre carrément, ça a dû arrêter la production, ce genre de choses. Ça t'est arrivé une fois? Alors peut-être pas dans ce que tu fais maintenant, mais peut-être dans le passé. Ça m'est arrivé dans mon ancienne boîte où on faisait des pièces pour Peugeot et enfin globalement les pièces pour l'automobile et tout ont une grosse exigence de qualité. Et en fait, on arrivait à sortir nos pièces, mais elles n'étaient pas conformes au contrôle. Et je sais qu'on avait cherché pendant très longtemps. On avait tout testé, on avait testé énormément de choses. Il y avait beaucoup de... C'était assez complexe parce que c'était une machine où tu avais des trucs de refroidissement d'eau à des températures précises, refroidissement d'huile, tu as beaucoup de vérin dans la machine, il y a beaucoup de mouvements. On avait cherché énormément de choses pendant une bonne semaine et jusqu'à avoir eu un arrêt d'usine chez Peugeot quand même. Et là, c'est les boules parce que t'as 2000 bonhommes derrière qui sont payés et t'as des gens qui cherchent à savoir qui va payer en fait cet arrêt d'usine. Après, c'est une histoire de pognon. Ouais, bah Et oui, du coup, clairement. les gens cherchent à savoir pourquoi et tout faute à ça. qui Et là, là, j'étais. Après, je suis pas tout seul. Hein. T'as ton chef, t'as tes collègues et tout ça, mais à un moment, quand tu trouves pas, et c'est dur. Et en fait, c'était trouvé que c'était finalement la matière première. Enfin, les granulés de plastique étaient défectueux. Donc finalement, Oh ouais, C'était pas c'est vous. la faute du fournisseur. Et Ouais, du coup, c'est pas ça. votre faute, quoi. c'est ça. Stress. Mais par contre, stress quand même, parce que pendant un sacré moment, tu te demandes si tu as loupé un truc, tu sais pas. Ouais. Il y a une semaine, j'ai perdu une vis. J'espère que c'est pas ça. Ouais, mais il y a des trucs comme ça. Tu sais, il y a une. Je sais pas, je pourrais pas donner un pourcentage, mais il y a une bonne partie des pannes où en fait, quand tu regardes l'historique de la maintenance, tu peux très vite les résoudre parce que il y a un truc qui fonctionne pas et tu te rends compte qu'en fait le matin ils ont fait du préventif dessus et qu'ils ont mal monté un truc. Et c'est des choses qui arrivent, attention. Hein, mais en fait, il y a plein de trucs où juste avec un simple historique, tu fais ah bah oui, mais en fait c'est bon, ça s'explique, c'est facile. Et alors que si tu regardes pas l'historique, tu peux chercher longtemps et surtout là nous où les équipes du matin, de nuit et tout ça, on se croise pas. Donc en fait notre seul moyen de communication c'est la fameuse GMAO qui nous sert à noter nos bons d'intervention, nos comptes rendus et tout ça. Et en fait dès que c'est plus ou moins mal renseigné, tu galères. C'est un outil vachement important, mais il faut savoir l'utiliser. Ce qui doit pas être la partie la plus agréable de votre journée, peut-être. Ça dépend, en fait. Ça dépend pour qui. En fait, il y a des gens qui aiment pas utiliser l'ordinateur, qui sont en mode non, mais moi je suis mécanicien, il n'y a pas d'ordinateur dans ma vie et tout ça. Et donc c'est plus compliqué. Après, les gens de notre génération et tout ça, je pense que ça va. Parce que ça reste juste à compte rendu, en fait. Faut juste noter ce que tu as fait. Tu notes les pièces que tu as sorties du stock et
Globalement, ça va. C'est sûr que c'est pas la partie la plus passionnante, mais elle est indispensable si on veut travailler, si on veut pousser la chose un peu plus loin que juste faire de la réparation de machines, en fait. Et à travers ton travail, du coup, tu disais que tu tisses des relations avec je perds mes mots. Le fabricant? Ouais, c'est ça. Du coup, est-ce que dans ce cadre-là, tu fais d'autres rencontres? Est-ce que tu as des formations? Est-ce que tu as des... Ouais, on a des formations. Souvent, quand on a des nouvelles machines, on a des formations justement sur les nouvelles technologies de la machine. Ouais, on a des formations de maintenance parce que les constructeurs, en fait, quand ils te vendent une machine, ils te donnent un plan de maintenance aussi avec. Ils te disent, voilà, tous les temps et temps d'heure, comme quand tu achètes une voiture ou qu'ils te disent tous les 20 000 km, tu dois faire une vidange. Et personne ne le fait. Et personne ne le fait. Mais ceux qui le font roulent jusqu'à 400 000 km et ceux qui ne le font pas, c'est ça la réalité. Et ouais, du coup, ouais, on a des formations. Il y a des gens on a des contrats de maintenance. Il y a des équipements sur lesquels on touche très peu. Où on a des contrats de maintenance. Et du coup, il y a des techniciens qui viennent régulièrement dans l'entreprise. Après, ouais, tisser du lien, c'est peut-être un grand mot. Genre, c'est pas des potes non plus, mais on est amené à rencontrer quand même d'autres gens de notre entreprise, quand même, ouais. Tu parlais de la partie mécanicien, etc. Est-ce que dans ta vie de tous les jours, je pense par rapport aux vidanges, aux choses comme ça, est-ce que tu es quelqu'un de manuel dans ta vie de tous les jours aussi, ou est-ce que justement tu mets tout dans le travail et à la maison, il n'y a plus rien? Non, je suis quand même quelqu'un de manuel. En fait, Ouais. à la base, je suis quelqu'un... Enfin, je sais pas si on peut dire je suis quelqu'un de manuel de base, mais mon père a toujours fait des travaux, des choses comme ça. Il a toujours eu un petit atelier, tout ça. Donc, en fait, j'ai toujours un peu traîné dans le bricolage. Et c'est aussi pour ça que je me suis orienté là-dessus, parce que ça me plaît de base. Et ouais, je bricole quand même. Après, forcément, pas du tout à la même échelle. Genre pas industriel chez toi? Non. Bah ouais, en fait, l'avantage de l'industrie, quand même, c'est que tu as des moyens qui sont globalement agréables. Enfin, on nous permet quand même de travailler avec plein d'outils. S'il me manque des outils, ben, je les commande, je les rachète. Si j'ai des trucs qui sont usés, je les jette et tout. Je sais que chez nous, on fait pas ça, quoi. Genre, 3 cruciformes, 2 tournevis. Ouais, c'est ça. Et la flemme d'aller à l'Euro Merlin. Ouais, et quand ton tournevis il est pourri, juste tu casses tes vis, tu fais ah c'est nul. alors qu'au travail, quand ton tournevis il est pourri, désolé, mais on le jette et on en prend un nouveau et ça fonctionne bien, quoi. Et non, du coup, je sais pas. Non, quand je rentre chez moi, j'ai pas plus envie de bricoler, mais c'est pas la même chose. Je travaille sur des machines genre une rotative d'impression, c'est une machine qui fait 3 étages de haut, 10 mètres de large et ça comporte 4 tours comme ça, quoi, de 3 étages, 10 mètres de large, 3 mètres de long, enfin, inverse. Et ouais, c'est énorme en fait. Hein. C'est plus du tout les mêmes proportions que chez moi où finalement. Tu pourrais vivre dans cette machine en fait. Ouais, genre vraiment, ouais. Et ouais, du coup, c'est pas la même chose quand même. Je suis pas blasé du bricolage quand j'arrive chez moi. Et enfin, et au travail, en fait, c'est déjà plus du bricolage, quoi. On est là pour faire les choses bien et tout ça. Chez toi, tu fais avec ce que t'as. Est-ce que tu trouves que ton boulot a changé ta perception ou t'as modifié ton comportement depuis le temps que tu le fais? C'est une bonne question. Franchement, peut-être. Non, après, je sais pas trop. Ouais, je m'intéresse peut-être un peu plus au process industriel et tout. Genre, il y a des trucs, je les regarde, j'ai envie de savoir comment c'est fait, comment c'est fabriqué, mais parce que c'est intéressant. Mais je sais pas si c'est plus le travail que ça. Après, c'est un truc, vraiment la maintenance, je connaissais pas du tout avant que je commence à faire des études dedans. Je savais pas ce que c'était. Et en fait, je me rends compte qu'il y en a partout. Après, parfois c'est appelé différemment et tout ça, mais en fait, c'est de l'entretien, des Genre, choses. techniquement, un garagiste, c'est de la maintenance. Techniquement, hein, ouais. En vrai, ouais. Et du coup, ouais, il y en a vraiment partout. Et dans tout ce qu'on utilise au quotidien, dans les transports en commun,
enfin, je sais pas, même chez nous, hein, quand on a une chaudière qui a un problème et tout ça, on fait appel à un chauffagiste. Enfin, ouais, c'est un peu de la maintenance en quelque sorte. Ouais, je trouve ça marrant en fait qu'il y en ait partout. Est-ce que tu trouves que le fait de travailler dans ce domaine-là, ça t'a rendu plus minutieux ou plus... Ça dépend. Ça dépend de quoi. Et je pense qu'il y a des trucs où ouais, et il y a d'autres choses où ouais, tu te rends compte que finalement ça va. Ah, Ouais, ouais. Mm. Non, après c'est non, je sais pas, plus minutieux. Je sais pas, je dirais pas forcément. Peut-être plus ordonné sur certaines choses, mais pas minutieux. Ouais. Est-ce que tu dois faire ça pour toute la vie et toujours dans la même branche ou comment t'envisages l'avenir professionnel? Alors, déjà dans la même branche, je dirais non. C'est sûr que non. Parce que j'ai vu déjà comment je suis passé d'un domaine à un autre où il n'y avait pas trop de problèmes. En plus, je suis dans une branche qui est un peu doucement en train de mourir. Enfin, non, c'est pas grave, hein. Mais c'est une réalité, c'est que les gens lisent de moins en moins le journal et donc en fait, on en imprime moins et au bout d'un moment, voilà. Mais même pas, même au-delà de ça, je pense que je vais bouger un jour ailleurs pour découvrir autre chose. Et après peut-être ouais, continuer dans la maintenance, peut-être pas au même poste que ce que je fais maintenant, peut-être plus dans de la gestion, ouais, peut-être un peu plus en tant que responsable peut-être d'une équipe et tout ça, ça m'intéresserait bien. Parce que, je sais pas, peut-être passer toute sa vie avec les mains dans le cambouis, genre là, ça me fait kiffer, c'est sympa, c'est chouette, mais peut-être que toute ma vie, je vais pas aimer ça. Après, il y a plein de domaines dans la maintenance qui sont hyper intéressants. Il y a énormément de technologies un peu de pointe, tout ça que là, actuellement, moi, je n'utilise pas du tout, mais dans des industries très pointues, il y a des trucs de fou. Il y a des trucs d'analyse vibratoire, enfin, il y a plein de trucs un peu intéressants. Plein de trucs de science-fiction au final. Ouais, quasiment. Ouais. En parlant de trucs de science-fiction, il y a un gars qui est venu ouais, il y a 3-4 mois chez nous pour nous présenter une machine qui nous sert à trouver des fuites d'air. Et alors, c'est vraiment un truc de science-fiction. Genre, c'est un petit boîtier avec un genre de cône. Et tu mets un casque, ça. Et ben exactement. C'est le même truc que chez Nature et Découverte. Vous voyez le truc pour écouter les gens. Et ben c'est la même chose, mais version beaucoup plus chère. Et genre vraiment, et t'as un peu l'air con quand tu fais ça. Mais c'est drôle et c'est vraiment de la science-fiction. Que le truc est tout violet avec un cône comme ça. Et oh merde, tu cherches. Et voilà, donc. Et vous ouais. l'avez acheté cette machine du coup? Ouais. Je l'ai pas encore utilisée. Trop drôle. Mais c'est drôle, ouais. Et je pense que ouais, il y a plein de choses comme ça qui doivent exister. Et puis il y a plein d'endroits hyper fous où on peut travailler en fait. Il y a des gens ils vont travailler sur des plateformes au milieu de l'eau et tout ça. Bon, j'ai pas envie de faire ça, hein, mais Même mais dans les c'est centrales nucléaires. ouais, ouais. Pareil, s'il n'y a pas de maintenance dans une centrale Ah nucléaire. ouais. Mais ouais, du coup c'est hyper intéressant. Il y a plein de domaines et du coup c'est le truc que j'aime bien en fait. C'est vraiment cette polyvalence de techniquement, si je suis pas trop mauvais, je peux trouver un peu partout du job, quoi. Et justement, ton job de rêve, si toutes les portes étaient ouvertes, peu importe là où tu postules, ce sera oui. C'est quoi ton job de rêve? Alors là, franchement, j'en sais rien du tout. Genre en mode reconversion ou en mode... Comme tu veux, en Comme fait. tu veux. Oh, je sais pas. Ouais, franchement, je sais pas. En vrai. Ou alors un boulot où tu t'es dit ah ouais, ça me ferait kiffer de le faire. Peut-être brasseur. Ok. Pour faire de la bière. Ça Tiens. me ferait kiffer. Mais du coup, ça n'a rien à voir. Oui, bah oui. Et ouais, non, ça, pourquoi pas. Après, vraiment, sinon, je sais pas plus de métier de rêve que ça. Genre, mon métier, c'est un peu une passion, mais je suis un peu dans l'idée de je vends du temps de vie à un employeur qui me rémunère par rapport à ça. Je suis pas, enfin, j'aime bien l'idée de faire carrière et tout ça, mais je suis, pour moi, je travaille vraiment pour juste avoir de quoi faire des projets ailleurs ou vivre, être content, être heureux, machin. Mais je vis pas du tout pour le travail, quoi. Vraiment, si là maintenant on
commence à me demander de faire des heures et des heures et des heures, je suis en mode non, en fait. Hein, je suis payé ce qu'il me faut, j'ai pas besoin de plus. Vraiment, je vends du temps de vie à quelqu'un. Hein. Je suis T'as juste trouvé dans cette l'équilibre optique. qui te Ouais. satisfait. Ouais. Et j'ai pas un métier où je me dis je pourrais en faire une telle passion que je pourrais. Parce que c'est ça, en fait. Hein, le métier de rêve, je pense que c'est un truc où tu es tout le temps en train de bosser. En réalité, je sais pas. Ou que t'as pas l'impression d'être en train de Ou que bosser. t'as pas l'impression d'être en ou- train de bosser, ouais. Mais non, ouais. Brasseur, c'est chouette. Si maintenant, il y avait quelqu'un qui te demandait une qualité ou un- une compétence qu'elle devrait apprendre pour être, enfin, qui pourrait l'aider dans ton métier, ce serait laquelle? Qui n'est pas forcément d'emblée Évidente. évidente. Ouais. Hmm, c'est une bonne question. Je dirais qu'il faut être rigoureux. Rigoureux, c'est important. En fait, il faut faire attention à ce qu'on fait. Mais je pense qu'il faut pas avoir peur de proposer des choses, de prendre un peu des risques. Enfin, ouais, en mode vas-y, on tente un truc, on verra bien ce que ça donne, et puis voilà. Mais ouais, peut-être la rigueur, c'est un des trucs vraiment importants, parce faut quand même toujours qu'on fasse gaffe à ce qu'on fait. En plus, enfin, globalement, dans l'industrie, les machines sont quand même dangereuses, et il faut faire attention, quoi. Enfin, il y a beaucoup trop de gens, je pense, qui ont des doigts en moins, et tout ça, et c'est souvent de l'inattention, des choses comme ça, et il faut faire attention à ça. Ça te fait peur, ça, le facteur risque? Ouais, ouais. Ouais, c'est le truc qui me fait le plus peur. Là où je travaillais avant, j'ai un collègue, il avait plus de bras. Parce que les presses à injecter, c'est des énormes vérins qui poussent un moule et qui le rouvrent. Et une fois, le robot qui venait chercher les pièces entre, il fonctionnait pas. Et lui, il tapait les pièces pour qu'elles tombent. Bon, après, c'est une autre époque. Hein, genre, c'était il y a 30 ans, un truc comme ça. Et le moule, il s'est refermé sur son bras. Et c'est des trucs qui pressent à, je sais pas, 2000, 3000 tonnes de pression. Enfin, c'est énorme, quoi. Et ouais, et quand il m'avait raconté ça, ça m'a calmé. Et Mais il continuait de travailler. ouais, il travaille dans le bureau du coup, Ouais. mais ouais. Et ouais, ça me fait trop peur parce qu'en fait, on a de la chance quand même. On est en France, toujours les machines, elles sont sécurisées. Il y a des contrôles sans arrêt, il y a des carénages sur tout ce qui est un peu dangereux. Mais parfois, on est obligé de chanter des machines pour voir ce qui se passe. Chanter? Chanter, c'était tu sautes une sécurité. Ok, Par ouais. exemple, sur toutes les portes que tu ouvres, il y a des petits trucs qui viennent faire des contacts pour savoir que la porte elle est fermée et la machine démarre. Quand tu l'ouvres, du coup, elle peut pas démarrer. Mais du coup, si tu as besoin de voir un truc spécifique et que tu as besoin que la machine soit ouverte pour le voir, tu es obligé de chanter cette sécurité. Et normalement, on n'a pas le droit de le faire, mais tout le monde le fait parce qu'on n'a pas le choix. Enfin, on va me dire, oui, on a toujours le choix et tout, mais... Non, mais ce que je disais, moi, c'est maintenant d'un point de vue de logique mais ouais, du ça travail, fait... tu ne peux pas le faire sans démonter une grande partie de la machine, c'est ça? Parfois, ouais. Mhm. Et ouais. Du coup, ouais, le risque, il est quand même présent tout le temps. Faut qu'on fasse gaffe. En plus, on est dans un environnement bruyant. Il y a de la poussière. Enfin, ça peut aller vite, en fait, un accident. Hein. Vite fait, tu peux glisser sur un truc, te cogner une tête. Ça va vite, quoi. Donc, il faut faire attention. Mais je l'ai toujours... c'est un truc, ouais, je l'ai toujours dans un coin de la tête. Ouais. Surtout sur toutes les machines tournantes et tout ça. En plus, à chaque fois qu'on fait des formations et des habilitations, il y a toujours une grosse partie sur la sécurité où ils nous montrent globalement le pire du pire. Et il y a des images, ça choque. Hein, vraiment, tu te dis, waouh. Ça crée des traumatismes. Ouais, un peu. Hein, ouais. J'avais fait que tu peux pas oublier derrière, en tout cas. Ouais, parfois il y a des trucs, genre j'avais fait une formation d'échafaudage, de montage d'échafaudage. Il nous avait montré une vidéo d'un gars qui déplace un échafaudage, qui fait pas gaffe qu'il y a une ligne de tension en haut, et genre le mec se prend une châtaigne,
C'est plus une châtaigne. Non, c'était plus une châtaigne, c'était pour être gentil. Et ouais, ça choque hein, vraiment. Tu m'étonnes. Et tu te dis, il y a des choses comme ça qui peuvent arriver n'importe quel moment. Et Mais tu vois, je trouve ça hyper important pour ne pas être en mode non footiste, mais en même temps, tu vois, moi, c'est la passerelle en mode c'est ultra touchy parce que tu peux vraiment potentiellement choquer ton équipier avec ce genre de vidéo, tu vois. Ouais, Parce que du coup, quand tu me parles de ça, ça me rappelle, j'ai été dans un aéroport pendant 7 mois. mhm, Et du coup, nous, on est proche des avions, proche des réacteurs. Donc pareil, la sécurité à blinde et tout. Et dans notre formation, ils nous ont montré quelqu'un en fait, qui est passé... Alors on a eu la chance parce que notre formateur était français et donc il a que gardé les photos. Mais lui, il a dit, quand j'ai fait ma formation, on m'a montré la vidéo de la personne qui passe dans le réacteur, tu vois. oh, wow. Et je me dis, enfin, je veux dire, je pense que c'est important, mais je veux dire, dans une certaine mesure, tu peux Ouais, vraiment clairement. Mhm. créer un choc. Ouais. Peut-être pas post-traumatique, mais je veux dire, t'assistes à une mort, quoi. Ouais, clairement, ouais. Mais ouais. Ouais, faut mesurer le truc, mais en vrai, c'est quand même important de les montrer, ces trucs et tout. Surtout nous, là, quand on est jeunes et tout, on arrive en mode, tu sais, on connaît peut pas rien les codes. m'arriver. Ouais, au début, on se dit ça. Mhm. Après, quand tu commences à voir un peu toutes les formations et tout, ça te calme bien et tu te rends compte qu'en fait, ceux qui font le plus n'importe quoi, c'est plus les anciens parce que eux, ils ont connu une époque où bah, c'était comme ça, c'était pas sécurisé. Et puis il y a un truc de, on a toujours fait comme ça, alors je vois pas pourquoi on ferait autrement. Genre, par exemple, là, ça fait pas très longtemps, mais travailler sur une échelle, c'est interdit. Parce qu'en D'accord. fait, maintenant, dans la loi, une échelle, c'est plus un poste de travail, c'est juste un moyen d'accès. Mais parce qu'en fait, une échelle, c'est hyper instable. Et donc, bah, théoriquement, tu dois prendre une nacelle. Mais prendre une nacelle, ça veut dire aller chercher une nacelle, mettre un harnais, casque, baliser. Et en fait, bah, le temps que tu prends par rapport à installer vite fait ton échelle et à monter, descendre, faire ton truc, bah, c'est hallucinant. Et donc, en fait, bah, y a des gens qui favorisent encore vachement des modes du coup, beaucoup plus dangereux parce que c'est plus simple, c'est plus rapide que des modes plus sécurisés. Ouais, mais c'est là où je trouve qu'il y a le côté process, c'est le facteur temps-risque, tu vois. Ouais. Bah, en plus, surtout on est dans un monde où on demande d'être toujours plus rentable, d'être toujours plus compétitif, d'aller plus vite. Et en même temps, bah, tu dois faire un process qui utilise beaucoup plus de temps. Et parfois, je pense que ouais, les chefs d'entreprise et tout doivent pas être suffisamment conscients enfin, eux, ils demandent plus, en fait. Après, le moyen, ils s'en foutent. Je pense que la sensibilisation, il faudrait qu'elle soit faite aussi En haut, quoi. plus haut. En haut Ouais. de la pyramide. Ou alors Ouais. tout simplement, peut-être, si maintenant l'échelle c'est plus rapide, la nacelle c'est trop long, peut-être trouver une solution qui soit alternative entre les deux aussi, tu vois, Ouais, qui ouais, permette ouais. d'être plus rapidement et sécure, Mm. je pense. Non, il y a plein de trucs. Hein. Après, c'est toujours une histoire. C'est coût. beaucoup une histoire de coûts et de moyens. Hein. Le C'est- nerf de la guerre. Ouais. Bah, c'est ça. Bah, la sécurité, c'est un investissement qui rapporte pas d'argent. Hein. Et qui évite des grosses dépenses. Oui. Mais. C'est un calcul de risque, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est un calcul de risque. Et je pense que, enfin, je m'avance peut-être, hein, mais à mon avis, il y a des boîtes qui prennent le parti de dire c'est pas grave, on paiera au moment où il y a un problème et on verra. Mais peut-être je m'avance, hein, je dis pas ça. Chez moi, c'est pas le cas. T'avais encore une question? Ok, on va passer à la seule rubrique de ce podcast. Voilà. Je vais chercher le matériel et lancer le jingle. L'instant moula. Tu la caillasses. Le blé. Le pognon des pépines. Donc l'instant moula, en fait, c'est... en France, on est très pudique de parler d'argent de manière générale et des revenus des gens. Mhm. Du coup, j'ai trouvé une alternative pour que tu puisses quand même donner une idée de ce que tu gagnes, tout en Ok. préservant ton intimité financière. Ouais, d'accord. Donc, il reste plus qu'une carte, donc tu pourras pas choisir au hasard une carte, ce qui était le dernier podcast de la journée. Tu peux faire au hasard. Ouais, ça... Et dessus, en fait, tu as une règle de calcul. Ok. Tu mets ton salaire divisé par ce chiffre, que tu n'exprimes pas pour bêter. Sinon, ça dit que le game. Mhm. Divisé par ça. Et, et tu te dis que tu gagnes combien de kilos de Ok. de- Avant impôt, après impôt, en net par mois. brut, net, mensuel. net par mois. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est pas fixe, hein, ça dépend toujours des horaires que je fais, de plein de Moyenne. trucs. Mais en moyenne,
On n'est Je pas. sais pas, moi. Je sais pas qu'est-ce que tu as tiré comme carte, du coup, en termes de. Ah oui, je le dis. Tu as le droit de dire, enfin, pas la valeur, mais le. Bah, Qu'est-ce que c'est? c'est du kilo de bigorneau moyen. On n'est pas au Attention, bigorneau hein. près. Donc, Pas les gros, hein, les moyens. Écoute. Bon, je dois gagner à peu près en moyenne à peu près 300 kilos de bigorneau par mois. C'est cool. Voilà. En moyenne. Hein. Bigorneau. Ça fait beaucoup de kilos parce que ça fait... non, je peux faire un Je sais super même pas élevage. qu'est-ce qu'on peut faire avec des bigorneaux. Les manger. Ouais, non, mais dans quelle sauce? Dans quoi? Tu Je vois? sais pas, une soupe de poisson. Faut te ou- demander. T'as au déjà propos. mangé du bigorneau? Non, mais j'aime pas tout ce qui est fruits de mer et mollusques. Donc, T'aurais pas aimé cette rubrique alors. Euh, Est-ce que tu avais encore une dernière question? Non, toujours pas? Ah si, moi j'en ai une. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais nous parler de ton métier qu'on n'a peut-être pas forcément abordé et qui te semble important? Je réfléchis un peu, si ça te va. T'inquiète, on a le temps. Je sais pas, j'ai pas d'idée là comme ça. Pas un aspect de ton métier qu'on aurait oublié ou ce genre de choses? Bah, je peux te parler de l'aspect des plans de prévention de la maintenance. Si ça t'intéresse, genre de comment est-ce qu'on crée un plan de prévention de maintenance. Carrément. Bah alors, pour créer un plan de prévention de maintenance, il vous faut. Globalement, on utilise un peu l'historique des pannes et des interventions qu'on fait. Et en fonction de ça, on fait, je sais pas, un genre de top des machines qui tombent le plus en panne. Et c'est parti pour le top des machines qui font chier. Exactement. Et ensuite, tu analyses quel type de panne il y a eu. Si, imaginons, 80% des pannes, ça vient de fuite d'air. Et ben, Tu sors ta machine violette je sors, avec le cône. et ben, exactement. Et ben, en fait, voilà, on analyse un petit peu la redondance des pannes. C'est un peu mot, ça. Et en fonction de ça, du coup, on crée justement un plan de maintenance en mode tous les temps et temps de mois, on va intervenir. Justement, si on se rend compte que notre tuyau d'air casse, je sais pas, tous les 3 ans, on dit tous les 2 ans, on change nos tuyaux d'air. Et du coup, de nouveau, pareil, planification d'une intervention, pas de surprise, on fait ça tranquillement et voilà. Et donc, en fait, l'idée, c'est de faire ça avec ton flop de machines et surtout les interventions qui viennent le plus souvent. Ou alors, tu peux aussi faire ça avec les interventions qui sont le plus coûteuses. Parce que tu peux facilement chiffrer le coût d'un arrêt d'une machine et le coût des changements de pièces quand elles sont pétées. Et donc, en fait, tu regardes pour essayer de gagner de l'argent qu'est-ce qui vaut mieux qu'on change avant que ça pète, parce qu'il y a des... Parce que couper la production, ça va nous coûter plus que de changer en amont. Ouais. Et il y a des organes qui, quand ils pètent, au lieu de le changer, que ça te prenne, je sais pas, une demi-journée, ça peut te prendre 2 jours à changer un truc parce que il a cassé, que c'était en route, que tout a explosé dans la machine, qu'il faut tout changer. Enfin, donc c'est aussi, voilà, c'est ça, c'est une analyse de qu'est-ce qu'on met en place pour éviter d'être surpris et pour gagner de l'argent, en fait. Vous n'êtes pas simplement du coup exécuteur, mais vous créez aussi ces process en plus. Dans Ouais. le sens, vous n'êtes pas simplement, c'est pas genre, t'as le guide et tu Mhm. fais que ça, mais vous rajoutez encore. Ouais, par c'est vous-même, ça. Tout dépend encore toujours des politiques d'entreprise et tout, mais on tend à ça, en tout cas. Mhm. On essaye sur quelque chose de nouveau, sur un équipement nouveau, on va d'abord prendre ce qui est préconisé par le constructeur. Et ensuite c'est là qu'intervient un peu l'expérience et le retour d'expérience, surtout de se dire, écoute, on fait ça, mais en fait, c'est pas suffisant, donc on va rajouter ça, on va faire ça. Est-ce que vous avez des réseaux où vous communiquez dans les différentes entreprises, mais qui utilisent la même machine, en se communiquant les pannes les plus fréquentes, les choses comme ça? Non. Genre Non, un on fait blog. pas ça. Non, on fait pas ça. Mais là où j'étais avant, on avait. En fait, moi, j'étais dans une boîte du coup qui était à Rixheim. La maison mère était en Allemagne. Et il y avait encore un autre site de production aux États-Unis. Et là, on faisait
enfin, je ne veux pas dire régulièrement, mais de temps en temps, il y avait quelqu'un, des techniciens allemands qui venaient chez nous. Nous, je suis déjà allé en Allemagne pour ouais, voir un peu et surtout voir quelle amélioration on peut faire parce qu'il y a plein de choses, plein d'améliorations qui sont spécifiques à ton domaine d'activité. Et donc le constructeur te les propose pas parce qu'il est même pas au courant ou que juste c'est pas rentable pour lui. Et donc bah ouais, le fait d'aller voir ailleurs aussi ce qui se passe, c'est sympa, c'est intéressant. Ce que les collègues ont trouvé ouais. d'intéressant. Ouais, mais je pense que ça doit se faire plus en interne, quand il y a la même boîte mais sur différents sites de production. Je pense que ça se fait. Après, peut-être entre différentes boîtes, je sais pas, je pense un peu moins. Ouais, On à va cause du peut-être laisser secret les pro. autres tomber en panne et nous se garder les bonnes. Il y a peut-être de ça aussi, ouais. Ouais, enfin, moi je penserais plutôt pour le côté sécurité de boîte, tu vois, dans le sens dans quel cadre ils l'ont utilisé ou quoi que ce soit, ça donnerait peut-être trop d'informations Ouais. sur les procédés et tout ça. Ouais, peut-être, ouais. Bah, je pense, ouais, notamment sur des industries très spécifiques de pointe et tout, je pense, ouais, au niveau de la concurrence et tout ça, ils doivent faire attention à ça. Dans le journal, tout le monde sait comment imprimer un journal. Dans chaque région, il y a des rotatives. Il n'y a pas trop de secrets, je pense. Hein, mais Ça fait 100 ans qu'ils ont été dévoilés, les ouais, secrets. c'est ça. Par contre, du coup, nous, là, dans le groupe, il y a plusieurs sites de production. Peut-être que le jour où on a vraiment besoin d'une pièce en urgence et qu'on l'a pas et que le constructeur est pas capable de nous la livrer rapidement, peut-être on peut aller les voir, demander s'ils ont la pièce et se dépanner entre nous, quoi. Après, même si maintenant vous mutualisiez les historiques de panne, ça pourrait être énorme, tu vois, entre les différents sites de production. Ça peut être super bien, ouais. Après, il faut juste que tout le monde remplisse La base de comme données. toujours. ouais, la base de données et surtout de manière similaire. Oui. Parce Uniformisé. que, ouais, c'est ça, parce qu'il y a il y a des termes que je pense, enfin, qui sont utilisés uniquement en interne parce que, je sais pas, je dis un truc, mais quand on change des plaques d'imprimante chez nous, on met un petit joint caoutchouc et chez nous, ils appellent ça le vermelet. Mais dans aucun autre pays dans aucune boîte ailleurs, vont appeler ça le vermelet, tu vois, genre. Le joint. Ouais, c'est ça. Et donc je pense qu'il y a plein de trucs qui sont hyper spécifiques. Donc si tu commences à remplir son intervention, j'ai changé le vermelet, machin, l'autre à la Côte d'Azur, il va de quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont même pas français, ces Ouais, gars-là. c'est ça. Donc je pense, ouais, ça peut être intéressant, mais si on utilise tous les mêmes langages et les mêmes façons de faire, quoi. Je vais te poser la dernière question qui va clôturer ce podcast. Mhm. Sauf si tu avais un dernier rebondissement, coup de théâtre. Si tu rencontrais quelqu'un à qui tu devrais donner un conseil par rapport à ton expérience de vie qui pourrait l'aider, ce serait lequel? Je dirais d'aller au bout des choses, genre de finir ce qu'on entreprend, c'est important. Voilà. Merci d'avoir assisté à WeCast. Partagez pour faire connaître ce métier et on s'écoute dans 2 semaines pour découvrir ensemble une infirmière pédiatre.